Une histoire folle et rigolote mettant en scène une femme qui veut divorcer, un deuil, une surdouée et l'au-delà, c'est tout de suite dans ma petite fabrique à histoire. Cette histoire s'appelle SOS, âme en détresse. Avez-vous déjà ressenti cette impression horrible de n'absolument plus rien contrôler dans votre vie? Vous la regardez qui défile devant vous. Vous observez les gens faire des choix à votre place. Et vous vous sentez coincé, interdite de parole, de réaction. Vous savez que vous allez devoir réagir, mais vous savez aussi que, quand vous le ferez, tout va voler en éclats. Vous savez que vous risquez de perdre beaucoup. La sécurité, la tranquillité, votre routine, l'amour. Et ça fait peur. Je crois que c'est à tout ça que mon esprit a pensé lorsque j'ai vu Adam s'agenouiller devant moi. Une alarme s'est déclenchée dans ma tête et j'ai eu envie de lui dire de se relever, de ne rien dire, de ne surtout pas sortir sa main de sa poche. Mais je suis restée muette, liquéfiée, statufiée. Mon regard a balayé la salle de restaurant et j'ai vu tous les visages braqués sur nous. Des visages émus, des yeux brillants, de petits sourires joyeux. Qu'est-ce que je pouvais bien faire? Dire non et humilier l'homme que j'aime? Je lui ai toujours dit que je ne voulais pas me marier. Pas de mariage, pas d'enfant. J'ai été claire depuis le début. Il avait le choix de passer son chemin. Il a choisi de rester. Et apparemment, après 12 ans de vie commune, il a estimé que j'étais prête, que j'avais oublié ce que c'était que de voir mes parents se déchirer, ma mère enchaînée à mon père, incapable de se sauver jusqu'à ce qu'après une nouvelle nuit de beuverie, elle essaie enfin de partir. Je suis la seule à avoir passé la porte d'entrée. Elle a reçu la première balle. Je crois que j'en ai esquivé une ou deux. Mon père a reçu la dernière. Adam n'est pas un alcoolique, ni un violent. Il est patient, à l'écoute, adorable. Mais je ne veux pas me marier et je ne veux pas de famille. Et il est là, à genoux devant moi, plein d'espoir, avec tous ces regards terrifiants sur nous, tous ces gens qui attendent une réponse. Je suis pétrifiée, en position de faiblesse. Et je finis par dire la seule chose que je ne veux pas dire. Oui. Je me jure que dès que je vais rentrer à la maison, je vais mettre les poings sur les i. Mais il est tellement heureux. Je me sens soudainement méchante et coupable. Quel mal y a-t-il à dire les choses quelques jours plus tard? Mais le lendemain, il avait déjà prévenu tout le monde. Les messages s'enchaînaient, sa mère pleurait au téléphone. J'étais piégée. De là, tout s'est enchaîné. Il a pris un wedding planner, je me suis retrouvée à acheter une robe de princesse, j'ai visité des lieux de réception, j'ai goûté des petits plats, des gâteaux, des vins, du champagne, et avant même de reprendre mon souffle, je redisais les mots fatals. Oui, à la mairie. Et je me retrouvais à nouveau dans cette horrible position durant la cérémonie laïque, face à son meilleur ami, toute sa famille, tous nos amis. Adam s'est levé et a entamé un magnifique discours. Tout le monde ému a applaudi. Son père s'est levé et s'est écrié « Alors on sera bientôt grands-parents ?» Adam a hésité à répondre, visiblement gêné. « C'est que vous êtes plus tout jeune, hein ?» a rigolé un ami de son père. « Doucement, doucement, on en reparlera plus tard, faut encore que je travaille Emma. » Et la voilà, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je me suis levée tel un ressort et j'ai presque hurlé « Je veux divorcer !» Tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds. Adam s'est approché, mais je l'ai esquivé et je suis partie en courant aussi vite que me permettait ma punaise de robe ridicule. Arrivée à la chambre, j'ai pris une paire de ciseaux pour découper le corset, j'ai sauté dans les premières fringues que j'ai trouvées, une culotte hyper confortable et une robe large, et j'ai couru à la réception leur demander de m'appeler un taxi. Ce dernier m'a conduite à l'aéroport et j'ai pris le vol dont l'horaire était le plus proche. Bon, il y avait quand même plusieurs heures à attendre, vous verrez. J'étais totalement effrayée, en colère, blessée, et j'avais peur qu'Adam me cherche, et surtout qu'il ne me trouve. Alors je suis sortie de l'aéroport et je me suis cachée dans une ruelle, pas très loin, en attendant l'heure de mon départ. Et c'est là que tout a basculé. J'ai reçu un coup sur la tête, je me suis évanouie, et je me suis réveillée, à côté de mon corps avachi. J'aurais pu tomber joliment sur le côté, mes cheveux encadrant mon visage de manière sexy, mes jambes fléchies gracieusement, mais non. Là, je ressemble clairement à un gros sac à patates abandonné près d'une poubelle. Et, comble du comble, ma robe s'est soulevée et envoie un bout de ma grosse culotte bateau. Non pas que j'aimerais séduire le courageux Pampier qui accourra à mon secours, mais bon, tout de même, j'aimerais bien ne pas le rebuter. Enfin, avant qu'un Pampier arrive,
Faudrait peut-être qu'on me voie. Et vu où je suis placée, j'ai bien peur de me vider totalement de mon sang avant que quelqu'un ne me découvre. Oh là là, je repense à Adam. Et je me sens plus coupable que jamais. Mais quelle idiote, mais quelle idiote! Je fais maintenant les 100 pas autour de mon corps, incapable de savoir quoi faire. C'est alors que je le vois, apparu, comme par magie, juste à côté de moi. Elvis Presley. Enfin, pas le vrai. Un faux Elvis Presley avec une perruque bon marché et un ventre bedonnant. Il m'adresse un sourire timide et un petit salut alors que je suis juste à côté de lui. « Bonjour », je dis pour désamorcer ce moment gênant. « Bonjour », dit-il, visiblement soulagé que je le perçoive. « Je m'appelle Dominique, je suis ton guide. » À ce moment-là, j'ai juste envie de pleurer. En fait, je sais pas. Je dois faire quoi là? Je dois rire ou je dois pleurer? On aurait pu m'envoyer un ange, un sage, ma mère, mais non, on m'a envoyé ça. C'est lui mon guide. Pas étonnant que ma vie soit scalée. Je suis pas encore morte, n'est-ce pas? Je demande abruptement. Pas encore, mais c'est pour dans pas longtemps. Hein. Si tu veux, je peux déjà t'amener vers la lumière. Il me tend son bras, confiant. J'ai pas envie d'aller vers la lumière. Je veux qu'on me trouve, moi je veux vivre. Il me lance un regard sceptique. Bah, y a personne dans le coin là, hein. Tu t'étais sacrément bien caché, et puis aucun de tes proches te cherche. Ils se disent tous que tu reviendras quand t'auras fini ton caca nerveux. En plus, ils pouvaient pas annuler le traiteur, ni la salle ni le DJ aussi tardivement. Alors à part ta belle-mère qui s'est enfermée dans sa chambre et Adam qui picole tout seul au bar de l'hôtel, tout le monde fait la fête. Super, il sait vraiment comment remonter le moral des gens celui-là. J'ai combien de temps encore? Environ 1 heure. Ok, je me mets à courir dans la rue. Je sais pas vraiment où je vais, mais je veux croire que tout n'est pas fini. Je croise quelques personnes, mais aucune ne me voit, ni ne m'entend. C'est super frustrant. Et puis soudain, je perçois une lumière. Pas la lumière, hein, mais une lumière. Et je me sens attirée vers elle. C'est comme si tout à coup, je me retrouvais propulsée à toute vitesse dans un toboggan lumineux. Lorsque j'arrive enfin au bout, je me rends compte que la lumière auréole une jeune femme qui marche en rond dans son appartement, en observant les premiers secours tenter de la réanimer. « T'as de la chance !» je m'écrie. « Il y a déjà les secours qui s'occupent de toi !» Elle hausse les épaules avec un petit sourire. J'étais avec ma mère quand je suis tombée de l'escabeau. Elle me désigne d'un regard furtif l'objet du délit, renversé au sol, et sa mère, assise en pleurs un peu plus loin. La chance. Mon corps à moi, il est tout seul dans une ruelle et j'ai à peine 1 heure pour essayer d'attirer l'attention. J'ai toujours rêvé d'être détective, montre-moi, je peux essayer de t'aider. Et au pire, s'ils me réaniment avant, je pourrais leur dire où tu te trouves. Elle me prend la main et nous sommes aspirés ensemble dans le toboggan lumineux. Une fois près de mon corps, elle fait la grimace. J'essaie de réajuster ma robe, mais mes mains passent au travers. « Tu t'appelles comment ?» elle me demande. « Emma Rousseau », je réponds aussitôt, répugnante à donner le nom d'Adam que je suis censée arborer maintenant, mais que je rejette de tout mon être. « On est où, là ?» Mais elle répond elle-même à sa question. « Ah, l'aéroport !» Elle fait quelques pas et repère une pancarte. « Rue des Cigales, original !» ricane-t-elle. « En fait, je m'appelle Pauline. »« Enchantée, Pauline. » Elle sourit et revient se pencher au-dessus de mon corps. « Tu voulais prendre un avion ?» J'acquiesce. « Alors pourquoi t'as pas de valise, ni de sac, ni aucun bijou ?» J'y avais même pas fait attention. J'ai reçu un coup sur la tête, j'imagine que le gars m'a tout pris. « Le gars ou la meuf ?» souligne Pauline. Je hausse les épaules. J'ai rien eu le temps de voir. Pauline ne m'écoute pas. Elle arpente la rue, observe les poubelles, passe sa tête au travers, puis pousse un petit cri de joie. « Tes affaires !» me dit-elle. Je la rejoins en 2 pas. Bon, j'avoue, j'ai pas trop envie de passer ma tête à travers le couvercle fermé de la poubelle. Même si je suis un esprit, je veux pas avoir tout un tas d'asticots. Ah, berk, même passer ma tête à travers, non, j'ai pas envie. Mais je le fais quand même, mais fort heureusement, elle est surtout remplie de cartons pliés. Et je vois, effectivement, ma valise, ouverte, tout son contenu éparpillé autour d'elle. Il y a mon sac à main aussi. Pauline réussit à regarder à l'intérieur et elle m'annonce à haute voix tout ce qu'elle y voit. En bref, tout y est, sauf mes cartes de crédit et les billets retirés la veille. « C'est bien une agression dans le motif et le vol !» affirme-t-elle d'une voix réjouie. Ça me fait une belle jambe de le savoir, je pense, mais je m'abstiens bien de le dire à haute voix par peur de perdre ma nouvelle amie. Elle me lance un regard envieux. Tu sais, j'entends tes pensées, je me fige. On fait bouger nos lèvres par habitude, mais en vrai, on est des esprits. Elle ferme résolument la bouche et je l'entends dire
On communique par télépathie. Pardon, je pense très fort. Et elle sourit, haussant les épaules. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, détective Pauline? J'ai l'impression de ne pas avoir avancé d'un pouce. Eh bien, on va remonter cette piste et on va forcer ton agresseur, ou ton agresseuse, à avouer son crime. C'est le seul moyen pour qu'on te retrouve. C'est impossible, j'ai essayé de communiquer avec les vivants, ils ne me voyaient pas du tout. On trouvera bien une solution. Elle s'avance d'un bon pas, tournant le dos à l'aéroport et au parking, et je la rattrape un peu perdue. Tu sais où tu vas? Il ou elle a mis tes affaires dans cette poubelle, qui est quand même assez éloignée de ton corps. Il y en avait d'autres plus près du parking. Je suppose donc que cette personne allait dans cette direction. Essaie de penser aux affaires qui t'ont été volées. Je pense qu'on peut les retrouver de cette manière maintenant qu'on est des esprits. Je tente de visualiser ma carte bleue et les quelques billets que je me souviens avoir glissés dans mon porte-monnaie. J'y mets toute mon énergie. Mais rien ne se passe. Il faut que tu penses à quelque chose de plus personnel, quelque chose d'émotionnel, intervient Pauline. T'avais bien un bijou sur toi. Seulement 4. Une paire de boucles d'oreilles de ma belle-mère, elle me les a prêtées pour que j'ai sur moi quelque chose d'ancien, ma bague de fiançailles et mon alliance. Je refuse de penser à ces dernières. Je me concentre donc sur les boucles d'oreilles. J'aime bien ma belle-mère, je suis triste de l'avoir blessée pendant le mariage de son fils, et en plus de m'être fait voler ses boucles. Pauline et moi sommes aspirés dans le toboggan de lumière, je la sens jubilée à mes côtés, persuadée que nous sommes d'atterrir devant mon agresseur. Lorsque nous sommes arrivés à destination, nous nous trouvons devant une petite femme brune, élégamment coiffée, qui presse un peignoir autour d'elle avant de se moucher avec force. « Waouh, je l'imaginais pas du tout comme ça », commente Pauline. Au même moment, un homme traverse mon ami et s'approche de la femme qui le repousse. « Encore une fois, je te demande pardon. Je ne pouvais pas imaginer qu'une petite boutade de rien du tout allait mettre le feu aux poudres. »« Une boutade de rien du tout ?»« Je te demande pardon. » Elle s'enferme dans la salle de bain après avoir claqué la porte. C'est possible qu'il t'ait volé les boucles d'oreilles pour faire la paix avec sa femme, suggère Pauline. Je souffle. C'est mes beaux-parents. Les boucles appartiennent à ma belle-mère, elle me les a prêtées. Ah, je comprends mieux. En pensant aux boucles, t'as pensé à ta belle-mère. Elles sont complètement reliées à elle. Bon, t'avais d'autres bijoux, non? Je ne veux pas y penser. Je bloque totalement mon esprit. Pauline est déçue. Réfléchis bien, il ne manquait rien d'autre sur toi? Je hoche négativement la tête. Je vais réessayer avec les boucles d'oreilles. Mais alors que j'essaie de les visualiser, je m'aperçois que je ne me souviens même plus de leur apparence précise. Je suis sur le point d'imploser lorsque Pauline me saisit les mains. Ses yeux sont écarquillés et sa bouche est ouverte sur un cri silencieux. Sans crier gare, nous sommes attirés en arrière dans le toboggan. Mais alors que Pauline réintègre directement son corps, moi, je reste à côté, à observer. Je trépigne d'impatience, l'imaginant ouvrir les yeux et s'exprimer dans une voix d'outre-tombe, un peu hésitante. « Vous devez sauver Emma Rousseau. Elle a été agressée. Son corps se trouve rue des Cigales. » J'imagine l'étonnement des sauveteurs, l'un d'eux se jetant sur son téléphone. J'ai même déjà l'impression d'entendre les sirènes se rapprocher de mon corps. Les yeux de Pauline s'ouvrent enfin, et sa mère pousse un petit cri de joie. Les secouristes passent une lumière devant ses yeux, mais elle fuit l'objet. L'un d'eux lui parle. Elle tourne le visage en poussant de petits cris effrayés. Sa mère s'agenouille à ses côtés et prend délicatement son visage entre ses mains. « Pauline, ma chérie, c'est maman. C'est maman, c'est maman, c'est maman, c'est maman. » chuchote Pauline en détournant le visage. « On va aller à l'hôpital. Je reste avec toi. Tout va bien se passer. » Trouble du spectre autistique? Questionne un secouriste. Sa mère acquiesce. Elle est très intelligente, vraiment très 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 intelligente. Mais la communication... L'homme semble habitué. Il rassure la mère de Pauline, et moi, j'essaie de digérer la réalité qui se déroule devant mes yeux. La Pauline que j'ai rencontrée était libérée des contraintes physiques, elle pétillait d'intelligence et de ressources, mais telle que je la vois maintenant, elle est incapable de m'aider. Je lui adresse un remerciement qui, je l'espère, touchera au moins son âme, et je retourne auprès de mon corps. Le fou Elvis Presley est là. Combien de temps? À peu près une demi-heure. C'est court. T'es sûre que tu veux essayer? Je lui tourne le dos, furieuse. Ça ne me plaît pas, mais je vais devoir le faire. Je visualise mon alliance. Adam a fait faire un anneau fin, en or blanc piqué de plusieurs diamants. À l'intérieur, il a fait graver nos 2 prénoms.
Je frissonne en pensant à lui. Je sais qu'il m'aime. Et je l'aime aussi. Si je m'étais pas enfuie. Allez, je me ressaisis. Je ne dois pas penser à lui, sinon c'est lui que je vais rejoindre. Je m'oblige à ne penser qu'à la bague. Et ça fonctionne. Je me sens attirée. Je ferme les yeux. J'ai peur d'être encore déçue. Mais quand je les rouvre, je vois ma bague. Elle brille d'une lumière terne dans la pénombre. Peu à peu, les décors autour s'éclairent. Je m'aperçois qu'elle est dans la poche d'une femme qui paraît assez âgée. Ses vêtements peu soignés, sa démarche hésitante, sa respiration haletante, le mégot tremblotant qui tient comme par miracle au bout de ses lèvres. Je devrais détester cette femme. Mais j'ai pitié, terriblement pitié d'elle. Je ressens par vagues des images de sa vie. Je comprends qu'elle a aimé, qu'elle a été aimée, mais qu'aujourd'hui elle est seule, terriblement seule et perdue. Sans que je ne comprenne vraiment ce qui m'arrive, je me retrouve collée à elle, l'enlaçant et la baignant de tout l'amour que mon âme porte en elle. Je pleure. Je pleure parce que je pense à ma mère, à mon père, à Adam. Mais je pleure aussi parce que je ressens les tristesses de sa vie, à elle aussi. Elle tremble à présent et elle se met à pleurer. Maintenant je le sais et je l'accepte. Je vais mourir dans cette ruelle. La femme, hébétée, se met à marcher de plus en plus vite. Je me laisse porter, accrochée à elle, perdue entre tristesse et amour. Il me faut un petit bout de temps avant de comprendre qu'elle est entrée dans un commissariat. Et encore plus longtemps pour que les mots qu'elle prononce n'intègrent ma conscience. Elle est en train de tout avouer et elle décrit précisément le lieu où se trouve mon corps. À partir de cet instant, tout s'emballe. Mon corps encore en vie est retrouvé. Je reste tout de même un certain temps dans le coma, mais je reçois des soins. Et à mon réveil, Adam est là. Il me dit qu'il accepte le divorce, mais qu'il refuse que je le quitte. Je le prends dans mes bras et je lui demande si les policiers lui ont bien remis ma bague de fiançailles et mon alliance. Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai envie de les remettre et je ne veux plus les quitter. J'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis sortie indemne. Personne dans mon entourage n'a compris mon geste, mais j'ai rendu visite à mon agresseuse en prison. Et je lui ai dit merci. Elle m'a regardé d'un drôle d'air. Si vous n'aviez pas tout avoué, je serais morte. Elle s'est mise à pleurer. Vous savez, ici, je mange bien et je suis en sécurité. Ils m'ont mis dans un quartier où les femmes sont gentilles. Vous reviendrez me rendre visite? Avec grand plaisir. Et le pire, c'est que je ne mens même pas. Mais j'ai quelqu'un d'autre à voir aussi. J'ai mis du temps à retrouver son appartement. La perception d'un esprit est très différente de celle d'un vivant. Je croyais qu'elle logeait dans une ville proche de l'aéroport, mais ce n'était pas le cas. Possédant juste son prénom, Pauline, je tournais un peu en rond. Et puis un jour, en surfant sur le net, je suis tombée sur une publicité pour un concert. Un fan d'Elvis Presley se produisait dans une ville du sud de la France. Amusée, j'ai pris des billets pour Adam et moi. Il allait sûrement grincer des dents. Il a grincé des dents. Mais prenant son parti d'en rire, il nous a acheté des déguisements et a réservé un hôtel pas très loin de la salle où l'artiste se produirait. Je suis sûre que vous me voyez arriver à 1000 km avec mes gros sabots. En me baladant dans le quartier de l'hôtel, je l'ai reconnu, l'immeuble de Pauline. J'ai envoyé toute ma gratitude à Dominique, mon guide. Sur ce coup-là, je dois bien l'avouer, il m'a servi à quelque chose. Et, toute tremblante, je me suis engouffrée dans les escaliers. J'ai tapé à plusieurs portes au hasard avant que quelqu'un ne m'ouvre et ne me dirige vers le bon paillasson. Sa mère m'a tout de suite ouvert. Elle était telle que je me souvenais. « Bonjour, désolée de vous déranger, j'aurais aimé voir Pauline. » Hésitante, elle a froncé un peu les sourcils. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ? Je suis une amie de Pauline. » Elle m'a lancé un regard de profonde méfiance et je me suis sentie paniquée. C'est un peu difficile à expliquer, mais je suis vraiment une amie de Pauline et j'aimerais vraiment la voir. Je m'appelle Emma. À l'évocation de mon prénom, ses sourcils se sont élevés haut sur son front et elle m'a observée d'un regard neuf. « Venez. » Elle s'est écartée pour que je puisse entrer, puis je l'ai suivie jusqu'à une porte fermée. Elle a une obsession. Ça fait des mois que ça dure. Je ne savais pas comment l'interpréter.
Lorsqu'elle a ouvert la porte, j'ai reconnu tout de suite mon amie. Même si je la voyais de dos, assise contre le mur, à taper une étrange mélopée. Je me suis approchée d'elle, mais j'ai bien vu qu'elle ne me voyait pas. Pourquoi elle tape comme ça? C'est sa manière à elle de communiquer, m'a informé sa mère en s'approchant. Et vous comprenez ce qu'elle dit? Bien sûr, elle dit SOS, Emma. Les larmes sont sorties toutes seules de mes yeux. Pauline n'avait pas failli à sa promesse. Cela faisait des mois qu'elle essayait de me sauver. La mère de Pauline a vu mes larmes, mais elle n'a rien dit. Je me suis approchée de mon amie et j'ai soufflé de ma voix la plus douce pour ne pas la brusquer. « Salut, détective Pauline. » Elle s'est figée, visiblement attentive à ma voix. « J'ai été sauvée, Pauline, grâce à toi et aux bons conseils que tu m'as donnés. » Elle s'est levée d'un seul coup et est partie s'asseoir à son bureau, comme si de rien n'était, se lançant dans l'assemblage d'un puzzle particulièrement compliqué. Au regard de sa mère, j'ai tout de suite compris qu'il était temps pour moi d'enfin raconter mon histoire à quelqu'un. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et en attendant la prochaine histoire de ma petite fabrique à histoire la semaine prochaine, sachez qu'il y a déjà plusieurs histoires postées qui pourraient vous intéresser.